Alors, je voudrais vous interviewer, là, enfin c'est un peu amusant, d'habitude c'est moi qui suis interviewé. Enfin, d'un autre côté, bon, le scientifique a aussi des choses à apprendre, bien sûr, surtout dans la pratique et dans la réalité, parce que vous êtes en fin de compte, c'est vous qui êtes en rapport direct avec l'animal et qui voyez ce qui se passe. Donc, j'estime qu'on peut obtenir des renseignements originaux par des gens qui ont une grosse pratique comme vous. Et je voudrais vous interviewer sur quelque chose qui est vraiment une pratique qui peut se discuter scientifiquement, mais qui est surtout un problème pratique, c'est l'éducation positive. Et c'est un débat passionné qui fait que tout le monde s'engueule. Généralement, la plupart des éducations canines sont pour l'éducation positive, mais j'ai interviewé Muriel Beck il y a combien, 3 mois, et ça m'a amené un tas de gens qui n'étaient pas contents, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de malentendus. Comment vous arriveriez à définir éducation positive d'abord? Alors tout dépend si on parle de l'éducation positive dont tout le monde parle aujourd'hui, ou ma conception de l'éducation positive. Alors pour les deux. Hein. Pour les deux. Alors ma conception de l'éducation positive, c'est réussir à avoir un chien qui est équilibré, avec des gens qui sont équilibrés, en tenant compte des émotions des uns et des autres, et surtout en évitant tout conflit entre les deux. Quand je dis tout conflit, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tout faire. C'est-à-dire que vous êtes prêt à dire non, alors que certains éducateurs canins estiment qu'on ne doit pas le dire. Je suis prêt à lui dire non, je suis prêt à lui montrer mon doigt comme ça et à lui dire fais attention à toi. C'est-à-dire qu'il va y avoir une menace éventuelle, posturale, un regard de désaccord, un non, parce que si j'ai pas envie que tu manges le cactus là-bas par exemple, je vais te faire, si tu n'as pas compris, je vais te faire oh. Donc ça veut dire que quelque part c'est moi qui te donne les indications. L'éducation positive telle que je la conçois moi, c'est il faut que tu saches ce que tu peux faire, ce que je t'autorise à faire, et ce que tu n'as pas le droit de faire. Et ce que tu n'as pas le droit de faire, je vais d'abord te l'expliquer gentiment, en te disant non, non. Et si je vois que tu persistes parce que ton envie de faire est plus forte que ton obéissance vis-à-vis de moi, là je vais peut-être te dire oh coco, je vais peut-être monter le ton. Et donc il y a une contrainte. Il y a une contrainte, je t'interdis de faire ça. Alors interdire, ça ne veut pas dire taper. Ça ne veut pas dire mettre un coup de batte de baseball sur la tête du chien. Ça ne veut pas dire lui mettre un coup de pied dans le derrière. Je suis contre ces pratiques. Je suis contre ces pratiques parce que, entre eux, ce que je vais appeler le conflit armé, c'est-à-dire le conflit avec de la touche physique, est très très rare. Est très très rare. C'est de l'intimidation, c'est de la menace, mais ça passe rarement à l'action. Et je réutilise finalement une communication canine de la même façon. Alors, est-ce que vous pensez que les éducations positives strictes, c'est-à-dire uniquement des récompenses et absolument pas de remarques désagréables ou de critiques pour l'animal, ça peut poser problème? Alors ça ne va pas poser problème sur certains types de chiens. Donc je pars aussi d'un autre principe, un éducateur canin, c'est une personne qui aide à éduquer le chien. Et moi dans le chien, il y a tous les chiens, toutes races confondues, tout type de caractère et de personnalité confondues. Donc sur certains types de personnalités et de caractères, ne pas contraindre le chien, il n'aura pas besoin. Ouais. Ça existe ces chiens-là. Le problème c'est que ce n'est pas la majorité. Ouais. C'est pas la majorité parce qu'il y a des chiens qui vont avoir des personnalités, des caractères beaucoup plus affirmés et qui vont dire moi j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Moi j'ai l'instinct de courir après le sanglier, je vais le faire, quoi qu'il se passe. J'ai un caractère où je ne suis pas d'accord de voir du monde, j'ai un petit peu de caractère vis-à-vis de l'humain ou vis-à-vis d'autres chiens, etc. Quoi qu'on me dise, je vais le faire quand même. Ça veut dire que si on essaie de soudoyer le chien dans ses instincts les plus basiques et dans ses envies les plus basiques, on va au casse-pipe.
D'accord. On va clairement au casse-pipe. Et là, ça devient dangereux pour moi, pour les chiens qui ont des caractères un petit peu plus durs et qui ne vont pas s'en laisser compter parce que on va leur expliquer 10 fois, 20 fois. Alors c'est vrai que dans la pratique, on va leur expliquer gentiment une fois, 2 fois, 10 fois. Mais si tu as décidé de ne pas écouter, à ce moment-là, on va te dire, là c'est interdit. Et là, on est obligé de mettre dans l'obligation de faire. Alors, qu'est-ce que vous pensez, alors revenons au point de départ, si je puis dire, qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent, des éducateurs canins en particulier, qui disent qu'il n'y a pas de dominance chez les chiens, chez les loups? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, la dominance hiérarchique, elle existe chez beaucoup d'espèces, autres que le chien d'ailleurs, et c'est ce qui permet de réguler justement ces groupes sociaux, Là aussi, ça, on joue beaucoup sur les mots. Hiérarchisation, dominance ne veut pas dire domination. Déjà, hein, dominance, c'est pas de la domination. C'est pas, je veux dire, c'est pas le commandant en chef qui tape sur la tête de tout le monde en permanence pour dire c'est moi le chef. Par contre, quand on observe les chiens entre eux, dans les groupes sociaux, quand on observe les loups, quand on observe le canidé en général, on se rend compte qu'effectivement, il va y avoir ce que maintenant on appelle les protections de ressources, parce que si on parle de méthode positive, on va parler aussi de ce qui s'est passé il y a quelques années, où on disait par exemple que le chien ne descendait pas du loup, jusqu'à ce qu'on ait les tests ADN. Donc là, ils n'en parlent plus. Ensuite, on a dit... Enfin, il y en a qui disent encore. Il y en a qui le disent encore, malgré les tests ADN, mais bon, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas à jour de leurs connaissances. Moi, je me mets à jour de mes connaissances, si possible. Au niveau de la dominance, on a toujours voulu associer dominance avec domination, ce n'est pas le cas. On est venu rajouter, maintenant, quand on regarde l'évolution de la méthode positive, on ne dit plus il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de dominance. On dit il y a de la hiérarchie, mais c'est de la hiérarchie par rapport à de la protection de ressources, par exemple. Je ne vois pas trop la différence. Si je protège mes ressources, où il n'y a pas de hiérarchie. Hein. Moi, je veux dire, il y a de la hiérarchie, par exemple, pour de la protection de surface. Moi, j'ai décidé en tant que chien de me prendre tout l'espace ici. S'il y a quelqu'un qui rentre, je ne suis pas en train de protéger ma gamelle, je ne suis pas en train de protéger mon jouet. J'ai décidé, en tant qu'individu, que cet espace m'était approprié personnellement. Et je ne tolère pas que quelqu'un y pénètre. Par contre, de temps en temps, ce n'est pas quelque chose qui est linéaire, de temps en temps, celui-là, là-bas, je lui ai permis de rentrer. Donc, hiérarchie, ça ne veut pas dire, ou dominance, ça ne veut pas dire, je suis, je vais être un peu méchant peut-être dans ce que je vais dire, parce que c'est ce qu'on a eu il y a 3-4 ans et encore, hein, le terme dominance a été associé aux gens qui en parlent, comme moi, à la dominance hitlérienne. On va très loin quand même dans la chose. Je pense que tout ça, c'est de la discussion qui n'est pas très intéressante parce qu'elle est contre-productive pour le chien. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que depuis 41 ans, la méthode positive, elle existe depuis 10-15 ans. Moi, depuis 41 ans, je travaille en méthode positive. Oui, je n'ai pas attendu après une mouvance. Mais vous appelez ça méthode positive, mais en réalité, c'est plutôt une méthode bienveillante, parce qu'en réalité, vous êtes prêt à faire des remarques sur le chien qui fait des bêtises. Et tout à fait. Ce que vous souhaitez. Tout à fait, parce que ce que moi je vais considérer comme un danger pour le chien, est-ce que le chien va le considérer comme un danger pour lui-même? Non. Un chien qui va traverser une rue, une route, lui il n'a pas la notion de voiture, il n'a pas la notion de feu rouge, feu vert, il n'a pas toutes ces notions-là. Le chien qui va courir après un sanglier, il n'a pas la notion qu'il peut se faire enlever par un sanglier, il n'a pas ces notions-là. Moi en tant qu'humain, je les ai ces notions-là. C'est un peu la même relation que le parent avec l'enfant. Un petit peu.
C'est-à-dire? Moi, je vais prendre un exemple. Moi, je me rappelle sur un de mes gamins, maintenant ils sont grands, hein, j'en ai qui a 40 ans, 45 ans, sur un de mes gamins, qui était à côté de moi, j'étais dans le nord, on allait traverser. Et je ne le tenais pas par la main. Et le gamin, il a mis un pied sur la route, et je l'ai attrapé, je m'en souviens très bien, c'est vieux, mais je m'en souviens, je l'ai attrapé par le callback, comme j'ai pu, et je l'ai remis là. Et tout de suite, j'ai dit non, tu m'attends. Quelqu'un me verrait faire ça aujourd'hui. On dirait, monsieur, vous êtes maltraitant. Non, j'ai évité un accident possible. Possible. Et j'ai expliqué après, de manière tranquille, à mon gamin qu'il y avait des voitures et que c'était dangereux. Mais dans l'instant, il a fallu que j'agisse. C'est-à-dire que si j'ai un chien et que je vais m'approcher d'une personne et que le chien d'un coup parte dessus, parce qu'il y a eu un signal de la personne qui l'a mis en doute. On n'est pas parfait. Le chien, lui, il va détecter quelque chose et il peut réagir. Et si à ce moment-là, effectivement, je l'ai en laisse, je l'ai avec un collier cuir pour faire plaisir au positif, hein, je vais le retenir. Et effectivement, je vais l'empêcher de faire quelque chose. Parce que lui n'a pas la notion de pouvoir être catégorisé derrière, d'avoir une évaluation 4 et d'avoir éventuellement une euthanasie à la clé. Donc, je vais estimer que, hiérarchiquement, on n'est pas sur une hiérarchie pure et dure, on est sur je connais davantage de choses que toi, et je sais mieux que toi ce qui est dangereux pour toi et pour les autres. Donc quand je vois que tu vas dépasser une limite où il y a un danger, je vais intervenir. Et en cela, hiérarchiquement, je suis au-dessus de toi. D'accord. Donc en résumé, on pourrait dire que vous êtes contre une éducation positive stricte, qui serait uniquement par récompense, et que vous êtes plutôt pour une éducation de bon sens, qui serait simplement un mélange de... Je suis pour la logique. Ouais, d'accord. Voilà, je suis pour la logique, je suis pour l'intelligence des gens. Moi, j'essaie toujours de dire, dans toutes mes communications que je fais, réfléchissez. Aujourd'hui, on n'est plus dans la réflexion. Et quand on parle de méthode positive, on est très axé sur protection animale, il ne faut pas que le chien il ait un doute, il ne faut pas que le chien se sente pas bien, il faut pas... Et les gens sont tellement axés là-dessus qu'ils n'ont plus la notion de ce qu'est capable, de ce que ce même chien est capable de faire. Et en réalité, en le travaillant sur certains chiens, je dis bien sur certains chiens, qu'en méthode positive, on va au-delà d'accidents. Quel type de problème? Vers quel type de problème on va? Oui. Problème de peur, problème d'agressivité par peur, ou problème d'agressivité par dominance. Moi je le dis, agressivité par dominance. Parce que quand on est dans un couple maître-chien où le maître est en dessous, c'est-à-dire lui laisse tout faire, le chien ça reste un opportuniste. Lui il ne considère pas ça comme mon maître est gentil, il me donne des friandises, des saucisses, il ne m'engueule jamais, il ne me dit jamais non. Lui, il ne considère pas ça comme on va appeler ça de la compassion ou de l'amour du chien. Lui, il considère ça comme de la faiblesse. Et naturellement, et c'est la logique, de par son espèce, naturellement, dans des situations, il va dire, c'est moi qui prends le dessus, et c'est donc moi qui décide. D'accord. Mais enfin, puisque vous allez avoir des problèmes sans doute dans votre vision des choses, avec des gens qui vont dire que vous traumatisez l'animal, non? Il suffit de regarder le chien une fois qu'il a été travaillé pour voir s'il est traumatisé ou pas. Parce que l'avantage que je peux avoir aussi, qui a fait ma réputation, c'est que depuis des années, mon travail, je le montre. Je le montre, on voit les chiens, on les voit avant, on les voit pendant, on les voit après. On les voit des fois sur la durée, et on voit toujours des chiens qui viennent me sauter dessus et me faire des câlins. Donc à mon avis, ils ne sont pas si traumatisés que ça. À l'inverse, dans les méthodes positives, je ne trouve pas, ça fait des années que je cherche, ça fait des années que je les demande, je ne trouve pas, et je parle bien sur des chiens à problème, tels que ceux que j'ai moi, je ne trouve pas une seule vidéo de travail avec des résultats.
Je ne trouve que des remarques. Les résultats, c'est-à-dire? Les résultats d'un chien qui est agressif, qui veut, je sais pas, manger les autres chiens ou manger les gens, ou qui, après le travail uniquement positif, est devenu un chien équilibré, tranquille, et qui ne réagit plus. D'accord. Par contre, j'ai entendu dire par des éducateurs anticonformistes qu'ils avaient des problèmes avec des chiens, justement, qui avaient été traumatisés par l'éducation positive. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Alors, il y a des chiens qui ont été traumatisés, et c'est là où moi j'aime rester juste. Il y a beaucoup de chiens qui ont été traumatisés par uniquement de l'éducation positive, et puis il y a des chiens qui ont été traumatisés par de l'éducation que je vais appeler souci négative, où il n'y a pas justement cette justesse de discussion avec le chien, où là ça a été matraqué. On a vraiment les deux. On a vraiment les deux. Alors il y en a qui disent c'est 80% de ceux qui ont matraqué. Ça c'est en fonction de là où on veut aller. Moi je vais dire c'est 50-50 aujourd'hui. Hein. On a 50% de chiens qui ont été matraqués à coups de collier électrique, à coups de collier à pointe, à coups de pied, à tout ce qu'on veut. Ça pour moi ce ne sont pas des éducateurs canins. Et puis on a de l'autre côté, mais on est vraiment dans les extrêmes là, hein. On est de l'autre côté vers cette éducation positive à tout prix, où on a les mêmes dégâts. Où on a les mêmes dégâts. Donc pour moi ce ne sont pas des éducateurs. Les éducateurs sont ceux qui réfléchissent et qui font un mix finalement de beaucoup de choses en tenant compte et du tempérament et du caractère, et surtout dans la capacité à discuter avec le chien pour l'amener à réfléchir et à faire des choix. Quand on est en éducation coup de matraque, on ne fait pas faire des choix parce qu'on lui tape sur la tête, et quand on est en éducation exclusivement positive, on ne lui fait pas faire des choix parce que là on le garde comme une loi. Donc on n'est pas dans la communication canine et on n'est pas dans la discussion. Donc vous êtes dans le juste milieu, quoi. Vous pouvez conclure. Un milieu qui me semble logique. D'accord.